Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis le 10 janvier 2019, à 3 h du matin, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé président de la République démocratique du Congo. Il est ainsi le 5e président de ce pays, après Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne, fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès, en abrégé UDPS. Le président de la commission électorale nationale de ce pays a ainsi prononcé ce verdict en indiquant que le vainqueur a remporté cette consultation avec 47,57% derrière les deux challengers. Donc, le premier, Martin Fayulu, a eu, lui, 35,2% et le candidat Chadari a eu 23%. Donc, voilà, arrivé au terme d'une consultation qui aura passé beaucoup de temps, qui aura fait couler beaucoup d'encre. Les réactions n'ont pas tardé à venir, en commençant par celle du premier perdant, c'est-à-dire celui qui est arrivé en deuxième position, Martin Fayulu, qui a dit que c'est un hold-up électoral. Ensuite, la conférence épiscopale de ce pays, de la RDC, qui s'est montrée très active au cours de cette consultation, a dit que le vainqueur n'était pas celui qui était attendu. Voilà donc le 5e président de la République démocratique du Congo qui arrive dans un terrain balisé de disputants, balisé de contestations, balisé de protestations et balisé à la fois des ingérences extérieures. Nous avons suivi notamment celle de l'Union européenne et surtout l'ingérence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a dit à peu près ce que la conférence des catholiques du Congo a dit, c'est que ce candidat n'était pas celui qui était attendu. En ce qui concerne le gouvernement congolais, par la bouche de son ministre des Affaires, de son ministre de la Communication, Lambert Mende, il a réagi immédiatement en disant que le ministre français des Affaires étrangères n'avait qu'à poursuivre avec sa logique en disant aux Congolais, voici le président qu'il vous faut. Voilà donc ce grand pays d'Afrique centrale qui rentre dans la modernité démocratique, qu'on le veuille ou non, c'est une élection. Dans une élection, il faut toujours qu'il y ait des perdants, sinon un perdant. Et en Afrique, les contestations sont une donnée permanente et régulière. Alors, nous allons essayer d'examiner toute cette problématique avec des invités de marque que nous n'avons pas l'habitude d'avoir ici en dehors d'un. Nous avons sur ce plateau le professeur Tagou. Le professeur Tagou vient sur ce plateau de HTV pour la première fois. Je voudrais rappeler ou annoncer à nos téléspectateurs que le professeur Célestin Tagou est maître des conférences PhD de l'Université de Francfort en République fédérale d'Allemagne, spécialisé dans les sciences politiques et relations internationales. Surtout axé sur des questions de paix, de sécurité et de développement dans le monde et en Afrique en particulier. Alors, le professeur a eu à dispenser un certain nombre de cours fondamentaux dans la filière de paix et développement dans plusieurs universités en Afrique. C'est à ce titre que vous intervenez, cher professeur, dans plusieurs universités, surtout en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, à Goma, à Bukavu. Vous êtes donc à l'origine aussi, je vais dire, d'un concept tout à fait innovant et qui dit la démocratie rotative. C'est un concept que vous avez forgé et qui veut peut-être dire que dans nos pays, en Afrique, cette démocratie rotative pourrait apparaître comme une solution politique de transcendance et de transformation des conflits ethno-régionaux dans les sociétés rurales. Vous avez été directeur et fondateur de African Institute for Peace, Communication and Development.
avec cette structure, vous êtes depuis 2009 doyen de la faculté des sciences sociales et des relations internationales à l'Université protestante en Afrique centrale. Depuis 2011, professeur, vous êtes secrétaire exécutif du réseau des universités protestantes d'Afrique et vous êtes par ailleurs consultant et expert auprès de certaines institutions en Allemagne pour la coopération et le développement. Bonsoir, professeur. Merci. Nous vous remercions énormément d'avoir accepté de venir sur ce plateau, parce qu'à ce titre, comme vous êtes un enseignant panafricaniste, vous êtes dans la plupart des universités, vous connaissez parfaitement le Congo. Oui. Vous avez suivi cette élection de bout en bout. Oui. Ce n'est pas seulement cette élection que vous suivez, vous connaissez le pays parce que vous y allez et tout ce qui est politique ne vous laisse pas indifférent. Pas du tout. Vous allez échanger avec Frédéric Mulumba Kayuba Wa Bondo. Kabwaye. Bonsoir Freddy. Bonsoir cher ami. Je voudrais rappeler que vous êtes journaliste professionnel. Vous avez dirigé pendant plusieurs années le grand groupe de presse privée en RDC qui a entre autres Radio 7, Télé 7 et le grand quotidien Le Potentiel de Kinshasa. Vous êtes également directeur de publication de Renaissance africaine, un mensuel international de haute facture qui pousse les Africains à sortir de leur somme titulaire afin d'aller à l'assaut du monde. Depuis le mois d'avril, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vous a nommé directeur général adjoint de la radio et télévision nationale du Congo. Ce qui, à ce titre, vos confrères disent que vous êtes l'homme qu'il faut parce que vous allez implémenter, n'est-ce pas, votre discipline, votre doctrine qui est d'arrêter la balkanisation du Congo. Donc, vos confrères disent également qu'on a mis entre vos mains un instrument puissant qui va vous permettre d'aller, n'est-ce pas, au combat. Vous vous considérez toujours comme au combat? Oui, je dirais que c'est un combat intellectuel, un combat d'idées. Ce n'est pas un combat politique. Je pense que si nos parents nous ont envoyés à l'école, c'est pour qu'on les aide à comprendre pourquoi on a été battus, vaincus par l'Occident. Par ailleurs, vous prônez le Grand Congo. Le Grand Congo, pour vous, ses limites sont où? Donc, quand je dis le Grand Congo, c'est un Congo puissant qui va servir à l'Afrique de marée. Et je rappelle toujours ce que Franck Fanon avait écrit. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et j'ajoute, le Cameroun, c'est le résumé. Non, c'est l'Afrique en miniature. Donc vous comprendrez pourquoi je suis à Yaoundé. Je voudrais rappeler également, Freddy Mulumba, que vous êtes très bien connu par les téléspectateurs de HTV. Pour la grande histoire, je ne vais pas dire la petite histoire, lorsque les résultats de l'élection présidentielle ont été proclamés, quelques heures après, vous avez débarqué à Yaoundé et puis vous étiez le premier témoin à parler dans une télévision étrangère, c'était à Yaoundé. C'était tout à fait un exploit, une exclusivité. En fait, j'avais déjà préparé le voyage, que je serais ici 2 jours, 3 jours avant, pour discuter avec les amis camerounais, pour comprendre les enjeux. Mais les choses ont fait, c'est que c'est juste, quand je voulais voyager, on m'a dit non, on va donner les résultats. Je ne pouvais pas donner mon voyage. Donc on a donné les résultats à 3 h du matin, à 7 h je prends mon avion. À 9 h 30, j'étais à Douala, de Douala jusqu'ici. Et le soir, je suis passé ici pour expliquer à nos frères camerounais comment ça se passe chez nous. Merci, merci. Vous allez expliquer aux téléspectateurs, non seulement camerounais, mais du reste de l'Afrique, parce qu'on nous regarde au-delà du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé en RDC? Quelle est l'origine des contestations que nous avons aujourd'hui? Et la première question que je voudrais vous poser, parce que vous êtes à la fleur de l'actualité, y a-t-il eu un arrangement entre l'UDPS de Tshisekedi et le parti de Kabila? Je pense que c'est ça la politique. Il faut savoir négocier, il faut faire des concessions. Quand on fait la politique, on ne fait pas la politique pour soi-même, pour ses intérêts. Mais je pense que ce qui s'est passé entre l'UDPS avec la majorité présidentielle, c'est au niveau des grands enjeux. Parce que ce qui se passe, ces élections, ce n'était pas pour élire un chef d'État, un président de la République, c'était pour sauver le Congo de la balkanisation.
Donc il en va de la survie de la nation. Et ça dépasse les individus. Donc il était normal qu'il y a des patriotes qui ont pensé se mettre d'accord ensemble pour sauver la nation congolaise. Il faut relever ici quelque chose peut-être que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Au Congo, depuis 1960 jusqu'à cette date, on n'a pas renouvelé la classe politique congolaise. Et vous avez 3 couches. La couche de ce qu'on appelle les anciens évolués, qui ont été formés par l'école coloniale belge et qui étaient formés comme des capitales pour servir les intérêts étrangers belges. Vous avez la deuxième couche, ça ce sont des Mobutistes qui ont récupéré tout ce que les Blancs avaient laissé, les Belges. Ils ont bouffé, ils ont joué avec l'argent, jusqu'à ce que les pays étaient assombrés dans les chaos. Et vous avez la troisième couche, c'est la couche de ce que j'appelle comment on appelle ici, les mondialistes. Donc ces gens qui sont venus avec l'AFDEL, derrière c'était des multinationales minières qui voulaient mettre la main sur le Congo. Et dans ces 3 couches, vous avez toute une, comment dirais-je, des tendances. Vous avez une tendance, je ne sais pas, appeler des patriotes qui travaillent pour le Congo, parmi lesquels vous avez Lumumba, vous avez M. Kabila, vous avez actuellement Kabila, Joseph. Et de l'autre côté, vous avez ce que je peux appeler les porteurs de masques. Ça, vous avez Mobutu. Actuellement, vous avez M. Fayulu. Pour preuve, il a été investi à Genève et non à Kinshasa. Donc, il y a cet affrontement entre deux mondes sur le plan politique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, M. Fayulu a un soutien beaucoup plus à l'étranger. Soutenu aussi par l'Église catholique. Je vais expliquer pourquoi quand on va entrer en profondeur. D'accord. Alors, professeur Célestin Tabou, Frédéric Mulumba ne nie pas qu'il y a eu un arrangement entre l'UDPS et le FCC de Joseph Kabila. Il nie pas, mais il dit que c'est la politique. Et cependant, 2 sont de clause, sinon 3, c'est-à-dire un perdant, Martin Fayulu, qui crie hold-up électoral, et l'Église catholique, qui est devenue une puissance politique au Congo, dit que ce n'est pas le candidat qu'il attendait. Cette sortie de l'Église catholique est rejointe par la position française, à travers son ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a eu arrangement, c'est confirmé. Il y a des interventions à la fois internes et externes. Vous qui allez régulièrement au Congo, vous qui avez observé de loin cette situation évoluante que vous attendez d'ailleurs depuis quelques années. Alors, quel est le regard que vous portez dans ce son de cloche divergent? Merci beaucoup, Xavier. Je pense tout simplement, en politique, on fait les coalitions. Oui, on peut tendre la main à un adversaire d'hier pour une cause juste maintenant ou pas juste. Ça, c'est un jeu politique, comme votre confrère vient de le dire. Maintenant, l'action de l'Église catholique, au départ, a été salutaire. Parce qu'il fallait, vous savez, c'est l'une des premières élections, je peux même dire en Afrique subsaharienne, qui ont été financées 100% par le pays. Le Congo n'a tendu la main à personne. Ça veut dire quoi? Qu'en Afrique, si nous voulons, on peut le faire. Ils ont financé cela 100%. Maintenant, l'Union européenne n'a pas envoyé les observateurs. Du moins, il n'y avait pas d'observateurs. Ou le Congo a refusé. Bon, je ne sais pas si le Congo a refusé, mais il n'y a pas d'observateurs de l'Union européenne. Mais ils sont passés par l'Église catholique pour faire le travail, puisque l'Église catholique était présente dans presque tous les bureaux de vote. Et je peux accepter qu'on ait des observateurs indépendants, mais à un moment, il y a la souveraineté d'un État qui entre en jeu et que les structures institutionnalisées doivent avoir la primauté sur quoi que ce soit. La SENCO, nous apprécions tout ce que cette structure fait. Moi, je suis... je travaille avec une ONG allemande qui est exactement. Je travaille avec une structure allemande qui est chrétienne, qui finance la SENCO, ainsi de suite. On accepte, on encourage. Ils ont des universités, des écoles, des hôpitaux. Mais maintenant, en termes de souveraineté d'un État, la SENCO aurait mieux fait de laisser la Commission nationale indépendante faire le travail jusqu'au bout que de faire des déclarations comme nous avons suivi. C'était un peu, selon mon analyse, malheureux. On peut arriver, n'est-ce pas, aux objectifs qu'on s'est fixés sans faire tant de tapage.
Ouais, voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, la coalition ou bien l'arrangement dont mon confrère a parlé entre Félix Tshisekedi, c'est-à-dire entre l'UPDS et le FCC, je peux lire ça, il y a plusieurs clés de lecture. Vous voyez, les deux autres, c'est-à-dire quand Emmanuel Shadari, quand le FCC s'est rendu compte que Emmanuel Shadari ne pouvait pas passer par les élections, à cette élection présidentielle, il fallait trouver le moindre mal. Et entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, vous saviez, quand Martin Fayoulou a eu le soutien de Jean-Pierre Bemba, le soutien de Moïse Katumbi, et nous savons, Moïse Katumbi, l'année dernière, il a été reçu par Kigali. Et je sais que la version que les Congolais, surtout de l'Est, la partie de l'Est, ont vis-à-vis de ce pays que nous apprécions beaucoup aujourd'hui en termes de développement, en termes de propriété, ainsi de suite. Et la libération tout azimut, de manière spontanée, de Jean-Pierre Bemba, de la prison de La Haye, a été aussi un élément inquiétant. Et vous saviez, le 1+4, c'est-à-dire après les accords de paix de Sun City, le 1+4, le power sharing qui a eu là à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba était avec Kabila. Et ça n'a pas été du tout une cohabitation facile. J'étais à Kinshasa à l'époque, chacun avait son armée. Jean-Pierre Bemba avait un hélicoptère en stand-by devant son bureau. Et quand il se trouve à La Haye maintenant, vous vous rendez compte de si Fayoulou prenait le pouvoir, en termes de suivi politique, ça devait être très dangereux pour le président Kabila. Ça, je le dis en tant que politologue, maintenant sous une perspective purement réaliste. Donc le moindre mal pour lui a donc été de faire une coalition qu'on peut saluer. Oui. Avec, alors, professeur Célestin Tabou, vous avez salué le fait que vous avez reconnu, salué le fait que le Congo ait pris sur lui, de par sa souveraineté, de financer entièrement cette élection. Mais alors, si le Congo a eu de l'argent en 2018, il aurait eu un peu avant aussi. Oui, ça c'est un point qu'il faut regretter pour le dire. Le glissement, n'est-ce pas, qui a eu lieu sur cette... De 2016 à 2019, ce n'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. Alors vous pensez que c'est ça qui apporte un peu une tache d'huile. Oui. Ce retard-là était pour favoriser les arrangements, pour préparer la sortie. C'était pour s'il fallait faire ce retard pour se retrouver à cette situation-ci, c'est-à-dire où le président de la majorité présidentielle, le candidat à la majorité présidentielle ne passe pas. Non, on aurait donc fait les élections en 2016 et le président Joseph Kabila serait entré dans l'histoire par la très grande porte. Alors, je ne dis pas qu'il n'entre pas dans l'histoire, il entre dans l'histoire, puisque c'est la première transition politique au Congo sans coup d'État ou sans effusion de sang. Alors, Frédéric Moulumba, ça a salué. Le professeur Tagou déplore ce glissement de 2016 à 2019. De 2016 à 2019, non, 2019, tout à fait. L'élection a commencé en 2018, puis se termine en 2019. Qu'est-ce qui justifie ce glissement? D'abord, il y a ceci. Après, quand on était prêt pour faire les élections en 2016, il y a eu la guerre de M23. Vous savez que nous sommes sous embargo. Aucun pays nous vend des armes. Mais quand il faut défendre la souveraineté d'un État, l'indépendance, il a fallu faire des sacrifices. Donc tout l'argent qu'on pouvait donner pour les élections ou bien pour l'économie du pays, on l'a consenti pour défendre la patrie. Ce qui a expliqué en partie ce retard. Alors ça veut dire que vous avez acheté, le Congo a acheté des armes, alors qu'il est sous embargo. Mais c'est normal, on doit acheter des armes pour nous défendre. Il est sous embargo. On ne va pas baisser les bras quand on est aux menaces. Comment il a fait pour avoir des armes? Il est sous embargo. Nous avons acheté. Quand il s'agit de la souveraineté et de l'indépendance du pays, on peut même faire des accords avec un diable. L'essentiel est que le pays soit uni et debout. Et puis, deuxième élément dehors de l'embargo, je pense que quand il y a eu le début du glissement ou de l'embargo? Non, je dis en dehors de l'embargo, pas de glissement. Pour expliquer ce que vous pouvez appeler glissement. Oui, c'est je pense que le 28 novembre 2015, le président Kabila a fait un discours. Il a demandé à ce qu'on puisse discuter, qu'on lance un dialogue pour aller aux élections. Et quand on lance un dialogue, les autres ont refusé. D'abord, il y a eu le premier dialogue qui était passé. C'est-à-dire les opposants l'UDPS n'était pas venu. Ça a commencé avec Den Kodjo.
Ça fait à peu près, je pense, 8 ou bien 4 ou bien 6 mois. Et donc Kodjo qui avait été envoyé par l'Union africaine pour réconcilier un dialogue. Oui. Il a été marginalisé. Non, il n'a pas échoué. C'était l'Occident ne voulait pas que les Africains récupèrent le dossier en main. C'est ainsi qu'ils sont passés par la CENCO, comme c'est leur bras séculier, pour perturber la situation. Et pendant cette période, l'actuel président Nanga de la CENI avait donné un calendrier pour dire on ne peut pas aller vite aux élections. Si on veut faire de bonnes élections, il faut au moins 2 ans. Donc c'était au mois d'avril 2018, je vois. Tout le monde a refusé. Non, nous devons aller vite aux élections. Tous les caméras et les autres ont dit non, on doit aller vite aux élections. Ils ont donné, c'est à peu près 2016. Entre-temps, la CENCO qui était sur place aux assises de première négociation, de la médiation, il s'est retiré pour aller à l'IMT rencontrer ce qu'on appelle rassemblement, qui était constitué à Bruxelles et qui avait donné les rapports à M. Renders, qui était leur patron. La CENCO a joué léger et puis on a trouvé ce qu'on appelle l'accord de Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, oui. C'était le 31 décembre 2016. Mais il y a un événement qui est passé inaperçu. Madame Niki Alei arrive à Kinshasa. Ouais. Qu'est-ce qu'elle elle était Elle était ambassadrice des Nations Unies pour la MONUSCO. Non, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de l'ONU. Auprès de l'ONU, oui. Elle a fait une déclaration. Il a dit le Congo doit organiser les élections en 2018. Si vous ne les faites pas, c'est votre problème. Très clairement, c'était une menace. Je pense que quand on analyse de plus près, il y a en Occident des officines qui s'est préparées à balkaniser les pays. Et les projets circulent. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un complot. Il y a des gens qui pensent que le Congo est grand, il faut le diviser. Alors, Frédéric Moulumba, il y a donc l'élection a été organisée en 2018, on dirait sous la sommation des puissances étrangères. Le Congo ne voulait pas les affronter. Alors, malgré cette disposition qui a été prise électorale, il y a des contestations sérieuses, toujours de la part de ces puissances étrangères. Est-ce que vous pensez que le Congo est sorti des menaces? Non, je pense que peut-être il ne faut pas être naïf. Le Congo est au cœur des enjeux géopolitiques aujourd'hui. C'est l'histoire du Congo. D'abord, le Congo, c'est une création du capitalisme occidental prédateur. Ce sont les multinationales, les grandes puissances qui ont créé le Congo à Berlin. Sans eux, il n'y aurait pas de Congo. Donc, jusqu'à présent, ces gens pensent que le Congo leur appartient, les matières premières. C'est leur plate-bande. Et dans leur imaginaire, ils ne veulent jamais que les Congolais gèrent leur propre pays pour leur propre bien, pour le bien-être de la population. Ils pensent que celui qui doit gérer le Congo doit être un gérant qui a des comptes à rendre à eux. Voilà le problème. Voilà pourquoi vous avez la soi-disant communauté internationale qui parle. On a protégé Martin Fayoulou. Non, on n'a pas protégé. Martin Fayoulou a été investi, tout le monde le sait, à Genève. C'est pas Kinshasa. Vous comprendrez, quand on l'a mis à Genève. À Genève, d'ailleurs, je reviens pour expliquer une histoire. La fondation Kofi Annan, d'où ça vient? Kofi Annan était secrétaire général des Nations Unies vers 1900, donc vers 2000. Et vers 2000, il a ouvert les Nations Unies aux hommes d'affaires, en signant un pacte global avec tous les multinationales qui se sont infiltrés dans l'ONU. Et quand Kofi a quitté les Nations Unies, il est devenu membre du conseil d'administration de Davos. Qui dit Davos? Dit les multinationales. Économique de Genève ou les hommes d'affaires? Les néolibéralisme. Et c'est maintenant M. Alain Dos, qui était à Kinshasa comme secrétaire représentant général des Nations Unies, qui représentait Kofi Annan, qui est devenu le président. Donc vous comprenez calmement qu'Alain Dos n'est pas venu en mettant les Congolais parce qu'on aime les Congolais. On a voulu créer une opposition avec un leader Fayoulou pour semer le désordre ou bien soit céder le Congo au multinational. C'est ça l'enjeu. Avant de poser une question au professeur Tabou, je voulais vous demander, est-ce que après ce schéma que vous venez de tracer, c'est pour répondre à la question suivante? Le Congo n'est pas sorti malgré le fait que l'élection ait été organisée en 2018. Il n'est pas sorti de la menace.
Je pense que ce qui est normal, quand vous avez des richesses, il faut savoir les protéger. Sinon, tous les bandits du monde viendront les prendre. La menace vient de l'extérieur. Les gens qui pensent que les matières premières leur appartiennent. Mais il faut y relever ici cette chose. En 1960, on avait eu l'indépendance politique, administrative. Ce qui se joue maintenant, c'est la deuxième indépendance. L'indépendance économique pour le contrôle de nos matières premières et pour le bien-être de la population. Voilà l'importance du nouveau code minier. Que l'Incore, avec d'autres puissances, conteste. Alors, professeur Célestin Tagou, vous qui êtes un observateur très averti, puisque vous connaissez parfaitement le Congo, vous n'êtes pas congolais, mais vous êtes en retrait du Congo, mais vous portez toujours un regard attentif. Est-ce que vous pensez que, malgré ces dispositions, c'est la même question, un peu autrement, répondue par quelqu'un d'autre, est-ce que vous pensez que, malgré cette élection, la contestation qui s'ensuit prélude à une éventuelle guerre au Congo? Je vais d'abord revenir sur le point du glissement. Il y a un aspect que votre confrère a semblé, je ne sais pas, ignorer ou bien minimiser. Il y a eu un projet de modification de la constitution du Congo qui n'a pas marché. Donc, je comprends que les menaces, la déstabilisation à l'Est a pu mobiliser beaucoup de ressources, mais il y a eu à Kinshasa un projet bien orchestré par un professeur de droit à l'université pour modifier la constitution afin que le président Joseph Kabila se représente encore. Ça a été fait. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles... C'était un point de vue de quelqu'un. Oui, il n'était pas le seul. Beaucoup de gens pensaient qu'il faut revoir la constitution, mais Kabila lui-même n'était pas d'accord. Oui, mais on envoie ses lieutenants parler à sa place. Non, lui n'était pas d'accord. Ça, c'est de la politique. Il y avait des gens qui étaient pour et contre. Moi, en tant qu'homme politique, il aurait pris la parole en ce moment et dit que je ne le ferai pas. Il n'a pas fait. Il a laissé la situation pourrie jusqu'en... Non, professeur, le président Kabila... Oui. Il a toujours dit qu'il va organiser les élections. Non, il avait dit qu'il ne changerait pas la constitution dès qu'il a été élu la première fois. Non, la deuxième... En 2011. En 2011. Oui. Il a dit, je ne changerai pas la constitution, je suis un officier. Oui. Vous vérifiez dans Jeune Afrique, ça existe bel et bien. En 2006... Ça, c'est vrai, il a dit très clairement. Il a dit plusieurs fois. Et chaque fois, il parlait aux gens, il ne changerait pas la constitution. Personne n'y croyait. Oui, mais vous ne pouvez pas quand même dire que il n'a pas été, comment je veux dire, flatté par cette idée qui a été construite par des professeurs d'université que nous connaissons à Kinshasa. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu ce glissement de 2 ans, presque 3 ans. Au-delà des problèmes d'ordre financier, économique que votre confrère est en train de mentionner, je suis d'accord avec ça. Mais il y a eu cette stratégie politique de voir comment... La constitution n'a pas été modifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu une pression extérieure. Même pas seulement extérieure, à l'intérieur. La société civile congolaise est une société civile très active qui s'est mobilisée, la lucha, ainsi de suite. Il y a même eu une tentative, les jeunes qui ont marché à Ouaga voulaient arriver à Kinshasa pour soutenir. Il y en a qui ont été emprisonnés. Un prof, vous pouvez dire que ces gens... Je veux dire quoi? Non, je ne travaillais pas pour le Congo, mais pour Soros. Non, je veux dire que... Soros qui finançait. C'est un élément, c'est l'un des éléments qui a expliqué le retard. Ça, il ne faut pas ignorer ça, sur le plan politique. Sur le plan économique, on est d'accord qu'avec la guerre à l'Est, on n'avait pas les moyens pour le faire seul. Mais sur le plan politique, il y a quand même eu cette tentative de modification de la Constitution. Mais qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. Mais donc, qui a modifié cependant le cours normal exactement, des choses. Qui a contribué au glissement. S'il faut parler comme ça. Pour maintenant revenir sur... Est-ce que le Congo est véritablement l'objet de menaces sérieuses de guerre, d'intervention extérieure? Oui, il faut revenir d'abord dans l'histoire. La colonisation qu'il y a eu au Congo n'a pas été faite de la même façon que dans d'autres pays. Vous savez d'abord que le Congo, après les voyages de Nachigal, de Stanley, la cartographie qu'il avait faite, sur la demande de l'Angleterre, il revient, il présente le travail. L'Angleterre n'était plus intéressée, puisque le pays était, à l'époque, on dit, infesté beaucoup de microbes, ainsi de suite. Il allait voir le roi belge. Le roi belge a dit que je prends l'affaire. Il a pris l'affaire sur lui. Donc, quand Bismarck organise la conférence de Berlin en 1884, le roi belge vient avec ses... Il y a la société de géographie, la société des géographes, qui avait été créée par le roi belge, qui était dans le palais. C'est eux qui sont allés à Berlin présenter le Congo à d'autres puissances. On s'y donc, si le roi a déjà pris ça comme propriété, on le lui concède, mais que ce soit l'accès libre à tout le monde. Donc le Congo a eu cette malchance historique, je ne veux pas enchanter d'autres colonisations, d'avoir une, entre guillemets, petite puissance
comme puissance colonisatrice qui est la Belgique, qui ne pouvait pas protéger son gâteau. Et du coup, tout le monde devait avoir accès à ce grand gâteau. Et c'est là le malheur de ce pays et qui est le malheur de toute l'Afrique. Comme le confrère a dit, c'est un véritable scandale géologique. Ce qui s'est passé avec la FDL, avec Laurent Désiré Kabila, il avait été conduit à Kinshasa, n'est-ce pas? Par l'Est. Exporté pratiquement. Oui, oui. Non, c'est par les multinationales. Non, je veux dire, les multinationales qui avaient déjà un intérêt sur le Congo. Non. Le projet était monté à Arkansas chez Bill Clinton. Exactement. Qui a utilisé ces multinationales miniers. Je suis d'accord. Pour mettre la main sur le Bremen a fait un très bon livre dessus, les nouveaux prédateurs. Oui, qui montre comment il fallait donc utiliser un pays limitrophe. Et le Rwanda était là pour faire l'affaire. Mais quand il arrive à Kinshasa, à un moment, l'Afrique nationaliste renaît et il veut tourner le dos. Et il faut se rappeler que Kabila, le père, a été assassiné à la veille de la signature d'un contrat d'exploitation de l'uranium avec l'Iran. Les émissaires iraniens étaient déjà à Kinshasa. Il a été assassiné un jour avant. Vous comprenez? Donc, je comprenais que le fils à qui on a déroulé le tapis rouge, vous avez vu, quand le père a été assassiné, tout l'Occident a déroulé le tapis rouge à Joseph. Et qu'aujourd'hui, Joseph devient l'homme à battre. Ça veut dire que peut-être la même il a rejoint la fibre. Voilà, la fibre nationaliste est renée. Mais je dois dire aux confrères qu'on pouvait gérer ça autrement. Chaque fois accuser l'Occident a fait ci, a fait ça. Que Kofi Annan échoue dans sa médiation parce que vous pensez que l'Occident n'était pas d'accord que les Africains résolvent leurs problèmes. Kofi Annan était un Africain. Joseph Kabila était un Africain. Les opposants étaient des Africains. Mais le problème, c'est nous, les Africains. Non, professeur. Là, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Allez, terminer. Si les acteurs politiques n'avaient pas cédé à cette sirène et accordé de l'importance à la mission de médiation de Kofi Annan par l'Union africaine, on ne serait pas arrivé là-bas. Nous avons prêté le flanc. Je n'ai vu aucun Européen être acteur pour dire que non, on n'écoute pas Kofi Annan. On n'écoute pas Kofi Annan. Edem Kodjo, pardon. Je parle d'Edem Kodjo. Edem Kodjo, oui. Edem Kodjo est parti de Kinshasa humilié. Est-ce que, professeur, vous ne pensez pas, en attendant que Freddy réagisse, vous ne pensez pas que l'Occident tirerait les ficelles par là en plaçant les Africains devant? Vous n'êtes pas obligé, quand on tire la ficelle, que vous tombez. Prenons l'exemple du président Kagame. N'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit ce qu'il pense. Mais Kagame est au service des multinationales, professeur. Bon. Oui. Alors, donc je voudrais dire quoi? Je voudrais dire, bref, que le professeur réponde à cette question. Oui. Est-ce que le Congo, après cette consultation électorale et après cette contestation qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur, est-ce que ce pays continue d'être l'objet de menaces d'une intervention militaire extérieure? Oui, je crains. Parce que avec les sons de cloche qui naissent ces derniers jours, la Senco dit ceci, la CENI dit cela. Je crains vraiment que des rébellions renaissent encore. En utilisant toujours des pions intérieurs. Exactement. Et puis, même si la cohabitation, si la cohabitation a vraiment lieu, puisque le président ne contrôle pas l'Assemblée, ne contrôle pas le Parlement, il ne va pas contrôler le Sénat, encore moins les gouvernements provinciaux ne vont pas les contrôler. Si la cohabitation maintenant entre le président et le Premier ministre qu'il va nommer, parce que le Premier ministre sera issu de la majorité, ne fonctionne pas, j'ai peur qu'on se retrouve dans la situation de 1960. Alors, Freddy, est-ce que le Congo, d'après vous, vous êtes un observateur local très introduit, est-ce que vous avez le sentiment que le Congo prend au sérieux cette menace éventuellement? Oui, je pense que le peuple congolais, pas les élites, ont pris conscience. La manière dont ils ont voté dans les calmes, on prévoyait les chaos. Il n'y avait pas eu de chaos. Et aujourd'hui, on pensait que Kinshasa prendrait feu. Les gens étaient très contents dans la rue. Les candidats de l'Occident avaient échoué. Donc, il faut que les gens comprennent, je dis, c'est la deuxième indépendance. Tout le peuple congolais est debout pour défendre sa souveraineté. Donc, on voudrait avoir les comptes de nos mines. Cette fois-ci, s'il y a guerre, les Congolais les feront. Il n'y aura pas de recul. Et je pense que la plupart des miniers qui étaient habitués du temps d'Obama d'avoir des entrées à la Maison Blanche n'en ont plus. Les Soros et les autres utilisaient la CIA et le Pentagone pour faire leurs coups à l'extérieur. Trump a mis fin à cela. Donc nous entrons dans un environnement tel que vous avez ce que je peux appeler le souverainisme, tel que Trump, Poutine,
qui est encore... On fait le protectionnisme. Non, je parle de souverainistes. Oui, qui respectent la souveraineté des autres États. Des États. Ouais. Donc, vous avez Poutine, vous avez Trump, vous avez les présidents chinois, et les présidents aussi turcs. Et en face, vous avez des multinationales, des lobbies, des ONG qui sont plus puissants, avec l'exemple de Soros. Ouais. Qu'ils n'ont pas la même vision que ces trois chefs d'État. Et il faut casser les États-nations, ouvrir les marchés, imposer les valeurs occidentales. Alors, donc, ce qui se passe maintenant, je dis que nous sommes dans un tournant historique. Et qu'on les veille ou non. Chaque pays a des dispositions légales pour protéger ses richesses, mais comment ça se fait que le nouveau code minier du Congo fasse peur aux multinationales? Pourquoi il réduit ce nouveau code? En fait, dans le code 2002, qui était financé par la Banque mondiale, avec la complicité des multinationales, il y avait ce qu'on appelle la clause de stabilité. Donc pendant 10 ans, on ne devrait pas revoir le code. Le contrat. Pendant 10 ans. C'était au niveau des taxes, au niveau des investissements. Donc, ils ne payaient presque pas. Ouais. Imaginez-vous, du temps de Mobutu, on vendait on exportait 400 000 tonnes de cobalt, de cuivre. Les cuivres, ouais. Mais les Zaïre vivaient grâce à ça. Aujourd'hui, on exporte 1 million. Et le Congo ne reçoit rien du tout. Et on a dit en 2012 qu'on commence à revoir le code. Nos amis ne l'ont pas voulu. Quand je vous dis, Glencore, les 7 miniers sont venus à Kinshasa avec des menaces. Ils disent à M. le président Kabila, vous devez revoir ce code parce que c'est à notre défaveur. Ils ont passé 8 heures. Le président Kabila a dit, c'est le peuple souverain, à travers le Parlement, qui a décidé. Et ils ne reconnaissent pas la souveraineté des États. Donc nous sommes dans une logique d'affrontement maintenant. Mais ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, les temps des aventures de Tintin au Congo, c'est fini. Et les élites en Occident sont tellement en retard. Ils prennent les illusions pour des réalités. Alors, donc, je voulais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure pour que vous puissiez nous apporter une réponse simple, claire, précise. Est-ce que le Congo est conscient qu'il y a des menaces qui pointent à sa porte? Mais je pense que le président Kabila a fait le discours, son dernier discours à la population congolaise, à la nation, en disant on a tenté de faire la balkanisation. Nous avons tenu. Et pendant les 17 ans qu'il a passé au pouvoir, il a mis en place une armée. Ça, la différence maintenant. On a une armée. Pour notre souveraineté, on se battra jusqu'au bout. Il faut que les autres qui comprennent, parce qu'ils comprennent que les rapports de force militaires, rapports de force économiques, intellectuels, on n'a pas d'autre choix. On ne les fait pas, on est esclave. Parce que le néolibéralisme n'a pas d'état d'âme. On voit ce qui se passe même en Europe. Comment ils maltraitent leurs propres frères blancs. Et nous, noirs, là, on va nous écraser. Alors, pour cet Agou, vous voyez, le Frédéric Mulumba parle sur un ton martial. Vous qui êtes un peu en retrait, mais qui connaissez le pays, il exagère? Je pense que le peuple congolais a trop souffert. On n'a plus besoin d'une autre guerre au Congo. Et ça dépend des fils et filles du Congo, et non de qui que ce soit de l'extérieur. Je l'ai dit à plusieurs amis sur les réseaux sociaux, la victoire au niveau de ces élections revient d'abord au peuple congolais, qui a massivement, même si les gens estiment que la participation était un peu inférieure à ce qu'on attendait, mais avec 45 millions d'inscrits, 39 qui ont voté par rapport à d'autres pays africains, ça a salué. Surtout la jeunesse. Ça dépend des acteurs actuels. Quand vous dites le peuple est debout, malheureusement ce peuple est chapeauté par une élite politique, intellectuelle, économique. Si cette élite ne prend pas conscience de ce danger et fait des concessions pour se souder des coudes et affronter de manière pacifique l'adversité, une autre guerre au Congo sera une guerre de trop pour cette population qui a tant souffert. Je ne suis pas trop pour ce discours va en guerre. On peut revoir les stratégies, on peut atteindre les mêmes objectifs en minimisant le coût en perte en vies humaines. C'est-à-dire quoi? Les élites actuelles, la coalition qui va se former, si Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et tous ceux qui sont dans le front, dans le FCC, prennent conscience et se disent nous allons gérer ces pays comme ça doit être, sans se poser des pots de banane, parce que là il y aura une bataille, n'est-ce pas, politique. L'autre a la présidence, mais il n'a pas l'Assemblée, il n'a pas le Sénat, il n'a pas les régions, ainsi de suite. Si vraiment cette élite-là veut mener ces pays
hors de ce personnel, l'élite-là peut faire ça. Sans compter nécessairement sur l'armée. L'armée doit être là, en stand-by, pour ceci ou pour cela, mais ne construisons pas cette victoire sur l'armée. Le peuple va encore souffrir, c'est les Congolais qui vont se déplacer, c'est l'ONU qui va rester au Congo, parce que. Oui, allez-y. Attends, prof, vous savez, Mao disait ceci. Oui. Si vous avez des richesses, vous ne savez pas les protéger, on vient les prendre gratuitement. Donc, quand on dit l'armée, ce n'est pas pour aller faire des guerres contre les autres. C'est pour défendre nos richesses et notre souveraineté. Contre qui? Je dis pour défendre nos richesses, pas faire la guerre contre les autres. Mais tout celui qui va faire l'aventure de penser venir au Congo, faire une promenade de santé, c'est trop. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Fayoulou qui conteste. Mais c'est comme d'habitude, ils vont passer par Kigali, ils vont former une rébellion encore à Kisangani. Mais ce que j'ai dit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que j'ai dit que. Qui sera au front? J'ai dit que les choses ont changé. Je comprends. Les rapports de force ont changé. Que ce soit Kigali, que ce soit l'Ouganda. Avec les aventures qu'on va faire, le Congo est debout. C'est très clair. Si le peuple est debout, notre armée est prête pour défendre la souveraineté internationale et l'indépendance du pays. C'est aux autres qui ne comprennent pas d'accepter de négocier. Mais je crains que de Kinshasa à près de 2000-3000 km du Nord Kivu, que de Kinshasa, on a une lecture de la réalité qui n'est pas. Puisque à la frontière avec l'Ouganda, vous savez ce qui se passe tous les jours. Quand vous parlez du fait que le Congo contrôle les frontières, je doute très fort. On ne contrôle pas. Voilà. Mais je dis que donc il y a des milices qui continuent. Ah, vous parlez de milices. Donc, et les anciens Hutus qui sont dans les forêts au Kivu justifient la présence du Rwanda. M23 a été battu à plate couture par notre armée. Oui. Et aujourd'hui, ça je le dis ouvertement, oui. Toute aventure, tout celui qui va penser venir faire une promenade de Santa Kinshasa, va se mordre les doigts. Bon, parce que le peuple, nous sommes 86 millions d'habitants. Oui. Nous sommes prêts à lever 1 million de militaires pour nous battre, pour que ce pays soit debout. On ne va pas tous nous tuer. Donc, que les autres comprennent. Je ne sais pas si la guerre se gagne par le nombre de militaires ou pas. Mais on verra. Mais je voulais quand même dire, je voulais juste te dire ceci, péder à ce que l'élite qui est là actuellement, que nous supportons en tant qu'Africains, puisse réfléchir à résoudre ce problème sans faire la guerre. C'est la politique. Le peuple a déjà trop souffert. Et si on continue notre guerre, ça veut dire que la MONUSCO... Non, on ne veut pas faire la guerre. La MONUSCO risque de changer le statut de la MONUC. Non. Cette fois-ci, on leur a demandé de partir. On va les chasser comme on l'a fait en Angola. C'est très clair. En Angola, on les a chassés. Et le jour où on a chassé la MONUSCO, l'ONU en Angola, on a attrapé Savimbi. Donc, le jour où l'ONU va quitter le Congo, la stabilité va s'installer. Alors, la stabilité va s'installer. Voilà, nous avons 5 minutes qui nous restent, 5 minutes pour faire des propositions. Alors, le professeur Tagou a commencé par faire des propositions. Il dit qu'il faut que les Congolais s'entendent. On peut avoir une armée la plus importante numériquement parlant, mais on a toujours vu des grandes armées, au nombre de personnes, perdre des guerres. Alors, donc, je voudrais commencer par vous. Vous avez des situations, des personnes devant vous. Il y a la CENCO qu'il faut absolument ménager, et la CENCO a derrière elle le soutien de l'Union européenne qui a financé d'ailleurs les observateurs de la CENCO. Vous avez également en face là des contestataires, des personnes qui ont perdu comme Martin Fayoulou, qui ne baisse pas les bras et qui dit d'ailleurs que le peuple va revendiquer sa victoire. Le même peuple auquel vous faites allusion, ça veut dire que le même peuple est sollicité de part et d'autre par les vainqueurs et par les perdants. Donc ce peuple risque d'être bâillonné. Alors, en évitant la solution de la guerre, Freddy Mulumba, en évitant la solution de la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous irez dire? Qu'est-ce que vous pourriez dire éventuellement à ces personnes à la fois physiques et morales qui sont devant vous et qui ont des relations à l'extérieur, qui ont des partisans à l'intérieur et qui sont de nature à utiliser toutes ces formes de relations pour aller vers un désordre? Oui, mais je pense sans utiliser le langage militaire, qu'est-ce que vous leur offrez? Quand on dit le langage militaire, c'est pour l'indépendance. Donc, quelle que soit la situation, et je l'avais toujours dit, élection pas élection, il y aura la guerre. L'Occident est en faillite. Et le capitalisme ne fait que vivre grâce à des crises. Et les crises, pour ces donc, ce sont de part des guerres. L'histoire nous montre.
La crise économique bientôt sera déclenchée peut-être d'ici 2019. Tous les économistes le disent. Et pour sortir cette crise, il faut la guerre. Or, la guerre en Syrie, c'est presque terminé. On va vendre les armes où? Donc, nous, on ne veut pas de guerre. On doit se préparer. Au cas où il n'y en a pas, tant mieux. Mais s'il y en a, on est prêt à se battre pour notre indépendance. Quant aux élites politiques, dans notre histoire, il y a toujours des traîtres. Tchombe, il est utilisé par la Belgique, il est terminé comment? Tout simplement, les élites qui vont trahir le pays seront du mauvais côté de l'histoire. Ils seront jetés dans la poubelle, comme Tchombe et les autres. Donc, c'est une guerre, c'est une étape, une phase de la libération du pays. Ça demande sacrifice intellectuel, militaire, économique. Chacun doit faire son travail. Quant à la CENCO, depuis 1885, fait partie de ce qu'on appelle la trinité coloniale. La CENCO n'a jamais été décolonisée. Elle dépend de la Belgique. Et en Belgique, l'Église belge est proche des milieux conservateurs belges qui sont des coloniaux en quelque sorte. Donc, si vous voyez la trinité de la CENCO, ça ne vient pas des Congolais. D'abord, je pense qu'ils sont divisés. Et puis la CENCO n'est qu'une ONG, une ASBEL. Il n'a que 40% de la population. De quel droit elle peut se prévaloir de représenter tout le Congo? Donc, vous ne voulez pas de guerre, mais si la guerre vient, nous sommes prêts à faire face. Le Congo est prêt à se battre. Professeur Tabou, vous êtes d'accord avec l'importance que le Freddy Moulumba accorde à la CENCO? Vous reconnaissez aussi cette importance-là? Je l'ai dit au départ, sur le plan diaconal, les œuvres, n'est-ce pas, que les catholiques mènent un peu partout pour satisfaire certains besoins fondamentaux. On est d'accord. C'est cet engrenage, cet enchevêtrement, cette immixtion parfois malheureuse dans la politique qui fait problème. Ils pouvaient rester sur leur position, mais ne pas faire des déclarations aussi tonitruantes qui sont à la limite des provocations. C'est ce que je voulais dire. En termes de solutions pour sortir, je crois que tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui viennent du fait que le power sharing qu'on a eu à Sun City était une mauvaise solution pour le Congo. Ça a été une mauvaise solution pour la Côte d'Ivoire, ça a été une mauvaise solution au Soudan, ça a été une mauvaise solution partout. Donc, cette méthode de résolution de conflits intra-étatiques qu'on a vendue, que les politologues américains ont vendue à l'ONU, qu'on impose partout, le 1+4, on doit partager le pouvoir, est une mauvaise solution pour l'Afrique. Le Congo, je l'ai dit, les élites actuelles ont la capacité intellectuelle de résoudre le problème sans prêter le flanc à une autre guerre, mais il faudrait revoir et repenser le système de gouvernance, parce qu'il y a aussi un problème de gouvernance. On dit, on est riche, on a tout, on a ceci, mais on a des populations qui vivent avec moins d'un $1 par jour. Alors qu'à côté, à Kinshasa, à Bukavu, il y en a qui sont dans l'opulence totale. Donc il y a un problème de gouvernance qui se pose, un problème de redistribution des miettes qui restent, n'est-ce pas, de cette population minière qui se pose au Congo. Donc si cette élite, n'est-ce pas, se prend conscience et change de gouvernance et s'entend entre elles et revoit maintenant l'organisation de la police dans la société congolaise, ça revient donc à ce que je propose, une démocratie rotative. Parce que là, en fait, le problème, il y a aussi ce problème d'appartenance ethnique au Congo qui se pose. Ouais. Alors, pour ce tabou. Tiens, tu sais ce qu'il dit, il faut le dire. Et je crois qu'il est Louba. Si. Voilà, comme Patrice Lumumba aussi. Le Lumumba était la même. Mais nous étions la même, c'est le Kassai. Professeur Tabou, une dernière question. Vous savez, les églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, ont pour mission de prêcher la paix, la tolérance, la convivialité. Alors, si les structures dont l'Église catholique, la CENCO, devient le porte-parole, arriver à déclencher la guerre avec la position que la CENCO tient en ce moment, vous n'avez pas le sentiment que cette Église irait à l'encontre de ses missions? Alors, ma question est la suivante. La CENCO s'inscrit dans ce que moi j'appelle dans mes cours de l'histoire de la pensée de paix, avoir la paix par la justice ou la paix par la guerre. Ça, c'est purement occidental. Ouais. Il y a cette commission Pax Justitia que l'Église catholique anime partout. Ça dit pour avoir la paix, il faut faire la justice. Il faut avoir la justice. Or, si sur le plan du droit ou de la guerre, il y a un perdant et un gagnant. Ouais. N'est-ce pas? Ça, c'est pas africain. Chez nous en Afrique, on ne doit pas perdre la face. C'est gagnant-gagnant. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donc, je peux comprendre que l'Église catholique, qui est fille
ou bien qui est la mère des grandes nations occidentales, s'accroche sur le droit. Mais si Nelson Mandela et Desmond Tutu voulaient faire le droit en Afrique du Sud, on aurait mis tous les blancs dans le bateau et dit que rentez chez vous. Alors, professeur, à supposer que vous étiez face aux Congolais, parmi lesquels vous avez de nombreux étudiants, de nombreux amis, adressez-leur un message. Le seul message que je dois adresser à mes amis congolais, à mes étudiants, c'est que la guerre, c'est un démon qu'il ne faut pas réveiller. Ouais. Quel que soit le prix à payer, il faut éviter une énième guerre au peuple congolais. Et les Congolais ont les manettes entre les mains. C'est-à-dire que ce soit Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, ainsi de suite. Vous avez le destin du Congo entre vos mains. Laissez le démon de la guerre à côté. Il faut laisser le démon de la guerre, ça c'est le conseil que le professeur Tagout prodigue aux Congolais. Félix Mulumba, vous avez, que ce soit l'Église catholique, que ce soit les perdants à cette consultation électorale, ce sont vos compatriotes. Alors, quelques mots à vos compatriotes après cette élection. Non, moi je pense que nous allons passer. Il faut penser à la vie de nos enfants, nos petits-enfants. Nous on passera, le Congo restera et l'Afrique restera. Ce que je demande aux gens, de privilégier les intérêts personnels, les intérêts étrangers, qu'on voit la vie de ceux qui viendront après nous. C'est le mot de sagesse. Merci à vous d'être venu, professeur Célestin Tagout. Je rappelle que vous êtes enseignant dans les universités au Congo, en République démocratique du Congo. Vous êtes doyen à la faculté protestante d'Afrique centrale. Je voudrais remercier pour la énième fois Freddy Mulumba qui est devenu un monument à HTV. Vous nous avez rendu visite pour la énième fois. Merci d'avoir effectué des déplacements et d'avoir accepté de venir sur ce plateau porter un éclairage sur cette situation qui se passe au Congo. Et je voudrais rappeler que vous êtes directeur général adjoint de la radio et télévision nationale du Congo. Vous êtes journaliste chevronné, membre de plusieurs associations de la presse francophone internationale. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs HTV. À la prochaine édition de 4 sur plateau. Merci. Merci beaucoup.